Ne me touche pas, Kevin. Ces 4 mots m'ont frappé de plein fouet, prononcés avec un mépris si glacial que la température dans notre salon a semblé chuter de 10 degrés. Ma main s'est figée en l'air, à quelques centimètres de l'épaule de ma femme. Pendant 6 ans, j'avais touché cette épaule 1 millier de fois, pour la réconforter, avec passion, en passant nonchalamment. Maintenant, soudainement, c'était un territoire interdit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé de réponse. J'ai simplement hoché la tête, tourné les talons et je suis parti sans un mot. Ce silence allait bientôt devenir la déclaration la plus forte que j'ai jamais faite. La chambre d'amis semblait étrange cette nuit-là. Nous avions acheté cette maison ensemble il y a 3 ans, un tremplin vers la maison de nos rêves. Mais je n'avais jamais dormi dans cette pièce. Le matelas était trop ferme, l'oreiller trop mou, et les draps sentaient le renfermé et l'abandon. Je suis resté éveillé, à regarder le ventilateur de plafond tourner paresseusement au-dessus de moi, repassant la scène en boucle dans ma tête. Le regard dans ses yeux n'était pas seulement de l'agacement ou de la colère. C'était du dégoût. Ma femme était dégoûtée par mon contact. La question était, pourquoi? Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. Les soirées tardives au travail, le nouveau parfum qui n'était pas le mien imprégné sur ses vêtements, la façon dont son téléphone se retrouvait mystérieusement face contre table chaque fois que j'entrais dans la pièce. Des signes classiques qu'un aveugle aurait pu voir. Mais l'amour a cette façon de nous rendre volontairement aveugles. Megan et moi avions passé des années à planifier la maison de nos rêves. Ce ne devait pas être juste un bâtiment. Ce devait être notre avenir. 3 chambres pour les enfants que nous comptions avoir. Un porche enveloppant où nous prendrions notre café et vieillirions ensemble. Un érable dans le jardin qui soutiendrait un jour une balançoire faite d'un pneu. J'avais enchaîné les semaines de 60 heures au cabinet d'architecte pendant des années, mettant de côté chaque centime supplémentaire. Megan avait contribué aussi, bien sûr, mais la majeure partie provenait de mes heures supplémentaires, de mes primes, de mes sacrifices. Le lendemain matin, après son rejet glacial, je suis resté dans notre cuisine à la regarder faire comme si de rien n'était. Elle a bu son café, a consulté son téléphone et a parlé d'un nouveau design de cuisine qu'elle voulait pour notre future maison. Je pensais à du marbre pour les plans de travail, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Blake dit que ça ajoute au moins 15% à la valeur de revente. Blake, notre entrepreneur. Le nom est resté en suspens dans l'air entre nous. Ça a l'air cher, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle a enfin levé les yeux. C'est la maison de nos rêves, Kevin. Tu ne penses pas que ça en vaut la peine? La maison de nos rêves. L'ironie était étouffante. Bien sûr, ai-je dit, forçant un sourire. Ce que tu penses être le mieux. Le soulagement a inondé son visage. Et à ce moment-là, j'ai su. Mes soupçons se sont cristallisés en certitude. Ce soulagement n'était pas pour les plans de travail en marbre. C'était pour moi, parce que je ne posais pas de questions. Pour moi, parce que je restais dans mon couloir, étant le prévisible et fiable Kevin, qui continuerait à financer le rêve tout en restant inconscient du cauchemar qui se tramait autour de lui. J'ai alors décidé que je ne la confronterais pas. Pas directement. Une confrontation ne lui donnerait que l'occasion de mentir, de me manipuler, de me faire douter de ce que je savais déjà au fond de moi. Non, j'attendrai, j'observerai et je planifierai. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis devenu un détective au sein de mon propre mariage. J'ai commencé à partir pour le travail à l'heure habituelle, mais je me garais à un pâté de maison et je revenais à pied, entrant silencieusement par la porte de derrière. Le premier jour n'a rien donné. Le deuxième jour, j'ai entendu Megan au téléphone dans notre chambre, riant d'une manière dont elle n'avait pas ri avec moi depuis des mois. Je sais. Moi non plus, je ne peux pas attendre, disait-elle, sa voix basse et intime. Il n'a aucune idée. Il est trop occupé avec ses plans et ses feuilles de calcul budgétaire pour remarquer quoi que ce soit. Je me suis figé dans le couloir, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendrait. Mon Dieu, Blake, les choses que tu dis, a-t-elle continué, riant comme une adolescente. Oui, demain. Il a ce dîner avec un client. Je passerai chez toi. J'apporterai les plans mis à jour de la maison. Je me suis éclipsé aussi silencieusement que j'étais entré. Mon esprit tournait à plein régime. C'était donc Blake, l'entrepreneur que nous avions engagé pour construire la maison de nos rêves, qui couchait maintenant avec ma femme et, apparemment, l'aidait à planifier quelque chose dans mon dos.
J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais été trop occupé ou trop confiant pour voir auparavant. Comment elle sortait de la pièce pour prendre des appels. Comment elle rentrait à la maison en sentant un après-rasage qui n'était pas le mien. Comment elle mentionnait le nom de Blake avec un peu trop d'enthousiasme, un peu trop souvent. Blake pense que nous devrions envisager d'agrandir la salle de bain principale, disait-elle. Blake a trouvé ce carrelage incroyable pour la crédence. Blake a suggéré que nous pourrions ajouter un jacuzzi sur la terrasse. Blake. 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 L'homme vivait déjà pratiquement avec nous, du moins dans la conversation. Au bureau, je ne pouvais pas me concentrer. Mes créations en ont souffert. Mon patron, Jim, m'a pris à part après que j'ai bâclé une présentation à un client important. Qu'est-ce qui t'arrive, Parker? Ça ne te ressemble pas, j'ai hésité, puis j'ai opté pour une demi-vérité. Des problèmes de couple, Jim. Rien que je ne puisse gérer. Il a hoché la tête, son expression s'adoucissant. Je suis passé par là. Prends du temps si tu en as besoin. Ne perds juste pas ce contrat Miller. Ils valent 7 chiffres pour nous. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami d'université, Ryan, qui avait traversé un divorce ou le 2 ans plus tôt. Tu dois rassembler des preuves, m'a-t-il conseillé, sa voix grave. La Pennsylvanie est un État où le divorce sans faute est la norme, mais s'il s'agit de diviser les biens, surtout avec cette histoire de maison, tu voudras des preuves de son infidélité. Quel genre de preuves? Des textos, des emails, des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, des photos si possible. Et commence à tout documenter, date, heure, comportement suspect. Tiens un journal. Je l'ai fait. J'ai créé un document protégé par mot de passe sur mon ordinateur portable personnel et j'ai commencé à tout consigner. Les nuits tardives de Meghan, ses soudaines virées shopping, les appels téléphoniques chuchotés, les mentions de Blake. J'avais besoin de preuves irréfutables, cependant. Pas pour un tribunal de divorce. Ryan avait raison sur le fait que la Pennsylvanie était un État sans faute, mais pour moi-même, pour faire taire la petite voix désespérée en moi qui continuait d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une explication innocente. L'occasion s'est présentée lorsque Meghan a laissé son ordinateur portable ouvert un soir pendant qu'elle prenait sa douche. Le son familier d'un message entrant a attiré mon attention. Je n'ai hésité qu'une seconde avant de traverser la pièce. L'aperçu du message sur son écran m'a glacé le sang. De Blake Donovan, j'ai hâte de te voir demain. Ton mari est toujours dans le noir. J'ai cliqué sur la conversation et, soudain, 6 ans de confiance se sont effondrés autour de moi. Leurs échanges n'étaient pas seulement sexuels, ils étaient calculateurs. Ils discutaient de la manière de me convaincre d'ajouter des caractéristiques coûteuses à la maison. De comment s'assurer que mon nom serait sur tous les prêts. De comment, une fois que tout serait signé et finalisé, elle demanderait le divorce, citant mon « éloignement émotionnel » et mes « tendances de bourreau de travail ». Blake avait tout prévu, comment il finirait par vivre dans la maison de mes rêves, construite avec mon argent, tandis que je serais laissé à payer l'hypothèque d'une maison que je ne pourrais même pas visiter. Je me sens presque mal pour le type, avait écrit Blake. Presque. La réponse de Meghan, ne te sens pas mal. Il est tellement obsédé par cette maison qu'il ne voit pas ce qui se passe juste sous son nez. Crois-moi, il le mérite bien. 6 ans ensemble. Et c'est ce qu'elle pensait de moi. Que je méritais de me faire voler mon rêve, mon argent et ma dignité. J'ai rapidement fait des captures d'écran de la conversation, je me les suis envoyées par email avant de refermer l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé. Puis je suis allé à la porte de la salle de bain, j'ai frappé et je lui ai dit que j'allais faire un tour pour m'aérer l'esprit. Comme tu veux, a-t-elle crié par-dessus le bruit de l'eau qui coule. N'oublie pas que nous avons le dîner avec les Miller demain soir. J'ai marché pendant des heures jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal et que l'air frais de la nuit sèche les larmes de rage et de trahison sur mon visage. Quand je suis rentré à la maison, un plan se dessinait. Meghan dormait déjà, ou faisait semblant de dormir, quand je me suis glissé dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai planifié. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois en 3 ans. Dès que Meghan est partie pour son travail à l'agence immobilière, j'ai passé 3 appels. Le premier était à mon ancien colocataire d'université, maintenant conseiller financier. Kevin, ça fait un bail. Comment va cette maison de rêve? C'est pour ça que je t'appelle, Marc. J'ai besoin de faire quelques changements dans mes finances,
de manière urgente et discrète. Il y a eu une pause. Tout va bien, mon pote? Ça ira. Tu peux me trouver un créneau aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Marc pendant qu'il m'expliquait mes options. Comme la plupart de l'épargne provient de tes revenus et que tu as gardé de bons registres, tu peux légalement retirer ta part. Ce n'est pas le montant total sur le compte commun, mais c'est substantiel. Nous pouvons ouvrir un nouveau compte dans une banque complètement différente. Fais-le, ai-je dit. Et Marc, pas un mot à personne. Il a étudié mon visage puis a hoché la tête gravement. Compris. Mais Kevin, quoi qu'il arrive, prends soin de toi, d'accord? Ne fais rien de précipité. C'est probablement la décision la plus calculée que j'ai jamais prise, l'ai-je rassuré. Mon deuxième appel fut pour Patricia Winters, l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de la ville. Son bureau se trouvait dans un élégant immeuble du centre-ville avec vue sur la rivière. C'était une femme d'une 50aine d'années aux traits acérés et à la réputation d'être impitoyable mais juste. Alors, dit-elle après que je lui ai exposé ma situation, vous voulez être proactif avant qu'elle ne dépose la demande. Exactement. J'ai des preuves de la liaison et de leur plan. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste ce qui m'appartient de droit. Patricia a tapoté son stylo sur son bloc-notes juridique. C'est malin. La plupart des gens attendent qu'on leur remette les papiers, et à ce moment-là, les actifs ont souvent mystérieusement disparu. Elle s'est penchée en avant. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, sécurisez vos finances, ce que vous avez déjà commencé. Deuxièmement, tout documenter. Troisièmement, trouver un endroit où rester avant de faire quoi que ce soit. Et enfin, nous déposons la demande au moment où vous serez prêt. Combien de temps prendra le processus? Sans opposition, aussi peu que 3 mois. Avec opposition, ce qui sera je suppose le cas une fois qu'elle réalisera que vous avez une longueur d'avance, entre 6 mois et 1 an. Mais avec les preuves que vous avez, nous sommes en position de force. Le troisième appel fut pour prendre une journée personnelle le vendredi, le jour où nous devions signer les papiers finaux et payer la compte de la maison de nos rêves. Pendant les jours suivants, j'ai maintenu la façade de la normalité. J'embrassais Megan pour lui dire au revoir le matin. Je discutais des plans le soir. Je faisais semblant de ne pas savoir que ma vie était un mensonge. Le jeudi, pendant que Megan était au travail, j'ai transféré ma part de notre épargne, un peu plus de 230 000 $, sur mon nouveau compte. J'ai laissé sa contribution intacte. Je n'essayais pas de la voler. Je refusais simplement de me faire voler. J'ai également fait 2 valises avec des effets personnels essentiels et je les ai chargées dans le coffre de ma voiture, garée à un pâté de maison pour éviter les soupçons. J'avais loué un appartement meublé en centre-ville avec un bail au mois. Rien d'extraordinaire, juste un endroit où atterrir pendant que je réfléchissais à mes prochains mouvements. Ce soir-là, Megan était particulièrement affectueuse, passant ses doigts dans mes cheveux pendant que nous regardions la télévision. Demain, c'est le grand jour, dit-elle, les yeux brillants de ce que j'aurais autrefois confondu avec de l'excitation pour notre avenir commun. Après toute cette planification, nous réalisons enfin notre rêve. J'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. Oui, demain change tout. Plus tard, alors qu'elle dormait à côté de moi pour ce qui serait la dernière fois, j'ai étudié son visage dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux. Elle semblait paisible, belle, innocente, la femme dont j'étais tombé amoureux. Il était difficile de concilier cette image avec la traîtresse calculatrice que je savais maintenant qu'elle était. J'ai lutté contre l'envie de la réveiller, d'exiger des réponses, de lui demander quand exactement elle avait cessé de m'aimer et avait commencé à me voir comme un obstacle à surmonter. Au lieu de cela, j'ai dit un adieu silencieux à la vie que nous avions construite et à l'avenir que nous avions planifié. D'ici demain à la même heure, tout ne serait que cendre. Le vendredi matin, Megan s'est levée tôt, bourdonnant pratiquement d'énergie nerveuse. Je t'ai préparé ton costume bleu, celui qui te fait ressembler à un architecte qui peut s'offrir une maison comme celle-ci, a-t-elle plaisanté en ajustant ma cravate. Blake dit que le constructeur est très enthousiaste à propos de nos plans. Il apportera du champagne pour après la signature. Bien sûr qu'il le ferait. Je te rejoins là-bas, lui ai-je dit. Je dois d'abord passer au bureau pour récupérer ces croquis modifiés de la salle de bain. Elle m'a souri radieusement. Parfait. J'irai en avance et je m'assurerai que tout est prêt. J'en suis sûr. Après son départ, j'ai méthodiquement parcouru notre maison une dernière fois. Je n'ai rien pris d'autre,
juste mes vêtements, mes documents personnels et quelques photos d'avant ma rencontre avec Meghan. Le reste n'était que des choses, remplaçables, contrairement à la confiance. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement, j'y ai déposé mes affaires, puis je suis allé dans un café à l'autre bout de la ville. J'ai commandé un americano et j'ai ouvert mon ordinateur portable, gardant un œil sur l'heure. À 14h30, une demi-heure après notre rendez-vous prévu avec le constructeur, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. 6 appels manqués de Meghan. 3 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je soupçonnais d'appartenir à Blake. Plusieurs SMS, chacun plus frénétique que le précédent. Où es-tu? Le constructeur attend. Kevin, ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite. À 15h, j'ai finalement répondu. Allô, Meghan. Kevin. Où diable es-tu? On attend tous ici. Le constructeur, la designer, Blake est venu pour aider avec les questions techniques. Tout le monde attend depuis plus d'1 heure. Je pouvais entendre la panique dans sa voix, la prise de conscience croissante que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne viens pas, Meghan. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par je ne viens pas? Bien sûr que tu viens. C'est la maison de nos rêves. Notre avenir. Non, ai-je dit calmement. C'était mon rêve. Mon avenir. Mon argent. Et j'ai décidé de l'investir ailleurs. Il y a eu un moment de silence stupéfait. De quoi tu parles, Kevin? Tu me fais peur. Tu devrais vérifier notre compte commun, ai-je suggéré. Je pense que tu trouveras qu'il y a eu un retrait significatif. Ma contribution, pour être précis. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque voir son visage pâlir à mesure que la compréhension faisait son chemin. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. C'est déjà fait. Mais le constructeur, la compte, tout le monde est ici. Ça ressemble à un problème que toi et Blake devrez résoudre. Sa brusque inspiration m'a tout dit. Oui, Meghan. Je sais pour Blake. Je connais vos plans pour ma maison. Je sais tout. Kevin, je peux expliquer. Épargne-moi ça. J'aurai les papiers du divorce rédigés la semaine prochaine. Divorce? Kevin, tu ne peux pas être sérieux. C'est de la folie. Où es-tu? Il faut qu'on en parle en personne. Il n'y a rien à dire. Toi et Blake avez prévu de me voler mon rêve et mon argent. Vous avez échoué. Fin de l'histoire. Ce n'était pas comme ça. Sa voix avait pris un ton désespéré. Blake, il m'a manipulé. Il a dit des choses. Il m'a fait croire des choses. Comme quoi? Que je méritais d'être trahi? Que j'étais trop obsédé par la maison pour remarquer ce qui se passait? Que j'étais un bourreau de travail qui te négligeait. J'ai vu les messages, Meghan. Tous. Il y a eu un bruit étranglé à l'autre bout de la ligne. Tu as regardé mes messages privés? Comment oses-tu? J'ai ri sans humour. Elle est bonne, celle-là. Tu prévois de me voler à l'aveuglette et tu t'indignes pour la vie privée. Au revoir, Meghan. Kevin, attends. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Ce qui a suivi fut un ouragan de chaos que j'ai observé à distance de sécurité. Meghan a appelé sans relâche jusqu'à ce que je bloque son numéro. Elle a débarqué à mon bureau, provoquant une telle scène que la sécurité a dû l'escorter à l'extérieur. Elle a envoyé des amis comme émissaires pour plaider sa cause. Elle est en plein désarroi, Kevin, m'a dit notre amie commune, Diane, autour d'un café une semaine plus tard. Elle dit que c'était une erreur stupide, que Blake l'a manipulée. Tâtait-elle parler de son plan pour garder la maison, ai-je interrompu. Diane a semblé mal à l'aise. Elle a dit que ce n'était que des mots, qu'elle ne l'aurait jamais fait. Et tu la crois? Elle a soupiré. Je ne sais pas quoi croire. Je sais juste qu'elle souffre. Moi aussi, ai-je répondu. La différence, c'est que ce n'est pas moi qui ai causé ça. Blake, comme on pouvait s'y attendre, a disparu de la vie de Meghan dès qu'il est devenu clair que la maison de rêve n'était plus d'actualité. Par ouï dire, j'ai appris qu'il avait emménagé avec une autre cliente fortunée, une divorcée au goût de luxe et à l'accord de divorce généreux. Par des amis communs, j'ai appris que Meghan racontait à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais devenu contrôlant et paranoïaque,
qu'elle n'avait cherché du réconfort auprès de Blake que parce que je l'avais abandonné émotionnellement. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé tisser ses comptes, et j'ai attendu. Le processus de divorce a commencé par une assignation. Patricia m'avait prévenu que ce ne serait pas facile. Elle conteste tout, m'a dit mon avocate lors de notre 3e réunion. Elle prétend que ses contributions au mariage n'étaient pas financières mais substantielles. Qu'elle a soutenu votre carrière, entretenu le foyer, planifié votre vie sociale. Elle travaillait à plein temps, ai-je fait remarquer. Nous partagions les tâches ménagères à parts égales. Et quant à ma carrière, je l'ai construite moi-même avec des semaines de 60 heures. Patricia a hoché la tête. Nous le ferons comprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les preuves de sa liaison et du plan pour vous escroquer, nous sommes en position de force. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle fait traîner les choses, ce qui signifie plus de frais d'avocat. Ça m'est égal, ai-je dit. Je veux juste que ce soit terminé. La procédure a été brutale. L'avocat de Meghan m'a dépeint comme un bourreau de travail froid et calculateur qui avait négligé les besoins émotionnels de sa femme, la poussant dans les bras d'un autre homme. Mon avocate a riposté avec les preuves de la trahison de Meghan, y compris les textos et emails accablants planifiant de m'escroquer. Le jour le plus difficile fut la déposition. Assis en face de Meghan à une longue table de conférence, répondant à des questions sous serment sur les détails les plus intimes de notre mariage. Ses yeux étaient rougis, son visage hagard. Elle avait perdu du poids. Malgré tout, une partie de moi souffrait encore de la voir souffrir. Monsieur Parker, a commencé son avocat. Diriez-vous que vous avez priorisé votre carrière par rapport à votre mariage? Non, ai-je répondu calmement. J'ai priorisé notre avenir, y compris la maison que nous comptions construire. Et combien d'heures par semaine travaillez-vous en moyenne? Entre 50 et 60. C'est bien au-delà d'une semaine de travail standard, n'est-ce pas? Oui, parce que j'économisais pour la maison de nos rêves. La même maison de rêve que vous avez unilatéralement décidé de ne pas construire. Patricia est intervenue. Objection. Il déforme les faits. Monsieur Parker a décidé de ne pas participer à une fraude. Et cela a continué ainsi, heure après heure épuisante. Pendant une courte pause, Meghan m'a approché dans le couloir. Patricia s'était éloignée pour prendre un appel, et l'avocat de Meghan n'était pas en vue. Kevin, a-t-elle dit doucement. C'est ridicule. On paie des milliers de dollars à des avocats alors qu'on pourrait simplement parler. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, impassible. J'ai fait une terrible erreur, a-t-elle poursuivi. La pire erreur de ma vie. Mais 6 ans ensemble, ça doit compter pour quelque chose. On pourrait recommencer. Thérapie de couple. Un nouveau départ. Il n'y a rien à discuter, Meghan. Tu m'as montré qui tu étais vraiment. Maintenant, je te crois. Ce n'était pas moi. C'était un moment de folie, de faiblesse. La vraie moi, c'est la femme avec qui tu as passé 6 ans, pas la personne qui a fait ces horribles erreurs. Quelle version de toi a dit à Blake que je méritais de me faire avoir? Quelle version a prévu de divorcer de moi après avoir sécurisé la maison? C'était aussi un moment de faiblesse? Elle a grimacé. Je ne l'aurais jamais fait. Ce n'était que des mots. Des fantasmes stupides. Garde ça pour le juge. 3 semaines après mon départ, alors que le divorce suivait son long cours juridique, elle m'a envoyé un email. Il était long, décousu, rempli d'auto-justification mêlée d'excuses désespérées. La trahison, expliquait-elle, avait commencé comme un flirt innocent, puis avait dégénéré. Blake l'avait fait se sentir désiré d'une manière que je n'avais pas faite depuis des années. Il l'avait manipulé, affirmait-elle, avec des promesses et des flatteries. Elle s'était laissée emporter par un fantasme, mais elle n'avait jamais cessé de m'aimer. J'ai fait une terrible erreur, Kevin. La pire erreur de ma vie. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je te supplie de me parler au moins. Ce que nous avons eu pendant 6 ans ne peut pas être simplement jeté. S'il te plaît, Kevin, tu me manques. Nous me manquons. Notre vie me manque. Je l'ai lu 2 fois. Cherchant une quelconque émotion en moi. Colère, justification, même un amour persistant. Je n'ai rien trouvé. Juste un vide là où se trouvait autrefois notre mariage. Je n'ai pas répondu. Alors que la procédure de divorce se poursuivait,
je me suis plongé dans mon travail au cabinet d'architecte, obtenant une promotion qui se faisait attendre depuis longtemps. Mon patron, Jim, m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. « Parker, je te confie le projet Wilson. Contrôle créatif total, le triple de tes honoraires habituels. » Je l'ai regardé, choqué. Le projet Wilson était un complexe écologique de plusieurs millions de dollars sur la côte. Le genre d'opportunité qui fait une carrière et dont les architectes rêvent. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. « Parce que tu as fait le meilleur travail de ta carrière ces derniers mois. » Ironique, n'est-ce pas? Ta vie personnelle s'effondre et ta vie professionnelle explose. C'était vrai. Libéré de la tension de prétendre que mon mariage était intact, j'ai canalisé toute mon énergie dans mes créations. Elles étaient plus audacieuses, plus innovantes, plus authentiques. Merci, ai-je simplement dit. Je ne vous décevrai pas, je sais que non. Et Kevin? Jim a hésité. Je suis passé par quelque chose de similaire. La première année après mon divorce a été un enfer. La deuxième année était meilleure. La troisième année, j'ai rencontré Hélène. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Je dis juste. Ça s'améliore. J'ai trouvé un petit appartement en centre-ville et je l'ai meublé de manière sobre mais confortable. Fini les manoirs de banlieue avec des pièces que nous n'utilisions jamais. Juste un espace propre et moderne avec tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. J'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Le divorce a été finalisé 6 mois après mon départ. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Elle gardait la maison dans laquelle nous avions vécu. Je gardais mon plan d'épargne retraite et l'argent que j'avais retiré pour la maison de rêve. Ce fut une rupture nette, ou aussi nette que ces choses désordonnées peuvent l'être. Patricia m'a serré la main après l'audience finale. Vous avez bien géré. Beaucoup de clients dans votre position laissent l'émotion les mener à de mauvaises décisions. Vous êtes resté stratégique. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu. Elle a souri. Que allez-vous faire maintenant? J'ai réfléchi. Concevoir quelque chose juste pour moi. Je pense à une maison qui est exactement ce que je veux, pas un compromis. On dirait une métaphore pour votre nouvelle vie. Je suppose que oui. Puis est arrivé le matin où j'ai croisé Sarah Carter au café du coin de mon nouveau quartier. Sarah avait été une cliente au cabinet un an plus tôt, une brillante ingénieure en structure avec un rire facile et un esprit encore plus vif. Nous avions bien travaillé ensemble à l'époque, mais j'étais marié et elle était en couple. Maintenant, apparemment, nous étions tous les deux célibataires. Kevin Parker, a-t-elle dit en souriant alors que nous attrapions tous les deux le même muffin aux myrtilles. Je vous reconnais à peine sans des plans à la main. Sarah, ai-je répondu, sincèrement heureux de la voir. Comment se porte ce centre communautaire? Solide comme un roc, grâce à vos plans. Comment va la maison de rêve? La dernière fois qu'on s'est parlé, vous ne tarissiez pas d'éloges sur les baies vitrées et le chauffage au sol. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Les plans ont changé. La maison ne se fera pas. Le mariage non plus. Son sourire a vacillé. Je suis désolé d'entendre ça. Ne le soyez pas. Parfois, des fondations démolies peuvent laisser place à de plus beaux édifices. Elle a ri. C'est la façon la plus architecte de dire je vais mieux que j'ai jamais entendu. Nous avons fini par partager une table, le muffin disputé partagé entre nous. La conversation a coulé facilement, professionnelle au début, puis progressivement plus personnelle. Elle avait quitté son petit ami il y a 6 mois en découvrant qu'il cachait une addiction au jeu. Je lui ai raconté l'histoire de Megan et Blake et de la maison qui n'a jamais vu le jour. Ce que je n'arrive pas à comprendre, a dit Sarah, c'est comment elle pensait s'en sortir. Croyait-elle vraiment que vous ne le découvririez jamais? J'ai haussé les épaules. Les gens se convainquent de vérités qui les arrangent. Elle me voyait comme l'architecte bourreau de travail, trop obsédé par les plans pour remarquer ce qui se passait dans sa propre maison. Et pendant trop longtemps, elle a eu raison. Sarah m'a étudié par-dessus sa tasse de café. Vous n'avez pas l'air aussi amer que je le serais. L'amertume demande un investissement émotionnel. Je suis à court de cette monnaie particulière en ce qui concerne Megan. Et maintenant? Retour à la planche à dessin. Elle a souri de sa propre blague. En fait, oui. J'ai esquissé quelques idées pour mon propre chez-moi.
Quelque chose de plus petit, de plus durable. Une maison juste pour moi. Les yeux de Sarah se sont illuminés d'un intérêt professionnel. J'adorerais voir les plans un de ces jours. Professionnellement parlant, bien sûr. Bien sûr, ai-je convenu, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une étincelle de possibilités. Nous avons échangé nos numéros avant de nous quitter avec de vagues projets de discuter du design de ma nouvelle maison autour d'un dîner un de ces jours. En rentrant à mon appartement, je me suis senti plus léger d'une certaine manière. Pas guéri. Je n'étais pas assez naïf pour penser que cela arriverait rapidement. Mais peut-être, en voie de guérison. 3 jours plus tard, Sarah a appelé, pas envoyé de texto, mais appelé. Une rareté à l'ère du numérique. Alors, à propos de ses plans de maison, a-t-elle dit sans préambule. J'ai déjà quelques idées. Je ne vous les ai pas encore montrées. Courtoisie professionnelle. Je ne peux pas laisser un architecte concevoir un bâtiment structurellement douteux. Cela se reflèterait mal sur tous les ingénieurs. J'ai ri. Je vois. Et comment savez-vous que mon design est structurellement douteux? Tous les architectes repoussent les limites. C'est dans votre ADN. Quelqu'un doit vous freiner. Et ce quelqu'un, c'est vous? Évidemment. Dîner ce soir. Je connais un endroit avec une excellente intégrité structurelle et des pâtes encore meilleures. Je me suis surpris à sourire. Envoyez-moi l'adresse par message. Le dîner avec Sarah était facile. Sans prétention, sans jeu. Nous avons parlé de travail, de son dernier projet, la reconstruction d'un pont, et de mes plans pour l'éco-resort Wilson. Elle était brillante, remettant en question mes idées tout en respectant ma vision. Après le dîner, elle a insisté pour voir mon appartement. J'ai besoin de savoir si votre espace personnel reflète votre philosophie de design, a-t-elle expliqué alors que nous marchions les 3 pâtés de maison depuis le restaurant. Et si ce n'est pas le cas, alors tout ce que je crois savoir sur vous est faux, et nous devrons repartir de zéro. Mon appartement était minimaliste mais confortable. Des lignes épurées, un espace ouvert, beaucoup de lumière naturelle. Sarah l'a parcouru lentement, étudiant les détails, passant ses doigts sur la bibliothèque sur mesure que j'avais construite. Verdict, ai-je demandé alors qu'elle terminait son inspection. Cohérent avec votre excentricité professionnelle. Réfléchi, épuré. Elle s'est tournée pour me faire face. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De la chaleur. C'est très cérébral, très contrôlé. Où est la passion, Kevin? La question m'a pris par surprise. Je ne suis pas sûr qu'il m'en reste beaucoup. Elle s'est approchée. Je n'en crois pas un mot. Personne ne conçoit comme vous sans passion. Vous l'avez simplement redirigé vers des canaux sûrs. Et c'est une mauvaise chose? C'est compréhensible, mais temporaire, j'espère. Elle a regardé sa montre. Il est tard. Je devrais y aller. Mais Kevin, ces plans de maison, j'étais sérieuse. J'aimerais les voir, peut-être ce week-end. Après son départ, je me suis assis sur mon canapé, digérant ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Megan, j'avais connecté avec quelqu'un. Vraiment connecté, pas seulement en faisant les gestes de la socialisation. C'était terrifiant et exaltant. Au cours des semaines suivantes, Sarah et moi sommes tombés dans un rythme. Dîner 2 fois par semaine, collaboration professionnelle sur le projet Wilson, elle avait été engagée comme ingénieure consultante, visite le week-end de sites de construction potentiels pour ma maison. Ce n'était pas exactement des rendez-vous, ou si c'en était, aucun de nous ne le reconnaissait. Nous étions 2 collègues avec des intérêts communs qui appréciaient la compagnie de l'autre, rien de plus. Jusqu'au soir de la présentation du projet Wilson. Nous avions travaillé d'innombrables heures à la préparation, et les clients avaient adoré notre vision. L'équipe est sortie pour célébrer, et dans l'euphorie du triomphe professionnel, alimenté par le champagne et l'adrénaline, Sarah m'a embrassé dans le coin faiblement éclairé du bar. Je me suis figé. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas embrassé avec un désir sincère. Plus longtemps que je ne l'avais réalisé, car l'affection de Megan avait clairement été une performance pendant des mois avant que je ne découvre sa trahison. Sarah s'est reculée, lisant mon hésitation. Trop tôt, a-t-elle demandé, directe comme toujours. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Je suis encore en train de refaire mon câblage. Elle a hoché la tête, sans gêne.
Je peux respecter ça. Mais Kevin, ne refais pas trop ton câblage. J'aime bien tes circuits d'origine tels qu'ils sont. 3 jours plus tard, en sortant du travail, j'ai vu une silhouette familière assise sur un banc devant notre immeuble. Megan. Elle semblait plus mince, son apparence habituellement impeccable légèrement négligée. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Kevin, a-t-elle dit, sa voix petite. Merci de ne pas appeler la sécurité. Que veux-tu, Megan? J'ai gardé mes distances, les mains dans les poches. J'avais juste besoin de te voir, de te parler en face à face. J'ai regardé ma montre. 5 minutes. Le soulagement a inondé ses traits. Merci. On peut s'asseoir? Je préfère rester debout. Elle a hoché la tête, acceptant ce petit rejet. Je sais que tu as reçu mon email. Oui. Et tu n'as pas répondu. Je n'avais rien à dire. Elle a grimacé comme si je l'avais giflé. Je le mérite. Je mérite pire, en fait. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle avait toujours détesté le silence, se précipitant pour le combler avec des mots. Certaines choses n'avaient pas changé. Blake est parti, a-t-elle finalement dit. Il a quitté la ville après que tout s'est effondré. Ce n'est pas surprenant. Non. Elle s'est tordu les mains. Le truc, Kevin, c'est que perdre la maison a été douloureux, mais te perdre, toi. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de le perdre. Ta stabilité, le fait que tu tenais toujours tes promesses. J'ai pris ça pour acquis. Oui, en effet. Les larmes ont rempli ses yeux. Je suis une thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi je risquerais tout ce que nous avons construit pour quelque chose de si superficiel. Pourquoi je ferais du mal à la seule personne qui m'a toujours soutenu? Et quelle perspicacité la thérapie vous a-t-elle apporté? Que je suis brisé d'une manière que je ne comprenais pas. Que je sabote les choses quand elles deviennent trop réelles, trop permanentes. Que j'étais terrifié d'obtenir réellement tout ce que je pensais vouloir. C'était un bon discours. Bien prononcé, peut-être même sincère. Mais ça ne changeait rien. J'espère que la thérapie t'aide, Megan. Vraiment. L'espoir a vacillé sur son visage. Ça veut dire qu'il y a une chance? J'ai secoué la tête. Non, il n'y en a pas, mais 6 ans, Kevin. 6 ans ne peuvent pas simplement disparaître. Ils n'ont pas disparu. Ils m'ont appris une leçon précieuse sur la confiance, sur le fait de prêter attention, sur le respect de soi. Je pourrais regagner ta confiance. Je passerais des années à me prouver à toi si tu me donnais juste une chance. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une lointaine pitié. Les papiers du divorce sont chez ton avocat. J'ai été plus que juste dans l'accord. Je te suggère de les signer et de continuer ta vie. Je continue la mienne. Tu vois quelqu'un, a-t-elle demandé. Un éclair de l'ancienne Megan, possessive, se sentant en droit, perçant à travers son extérieur contrit. Ma vie personnelle ne te regarde plus. Elle a essayé de prendre ma main, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Kevin. Tout le monde fait des erreurs. Notre mariage était bon avant que je ne le gâche. On pourrait reconstruire. Non, Megan, on ne peut pas. Parce que je te vois enfin clairement maintenant, et je mérite mieux. Son visage s'est contracté. Je t'aime toujours. Mais tu ne me respectes pas. Tu ne l'as jamais fait. Pas vraiment. Et sans respect, l'amour n'est qu'une fiction pratique. J'ai de nouveau regardé ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées. Au revoir, Megan. Je me suis éloigné, ses sanglots silencieux s'estompant derrière moi. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni justification, juste la certitude tranquille que je construisais enfin quelque chose de réel. Une vie selon mes propres termes, avec des fondations trop solides pour être ébranlées par la trahison. Mon téléphone a vibré avec un texto alors que j'arrivais à ma voiture. C'était de Sarah. Toujours partant pour dîner ce soir? J'ai réfléchi à tes plans de maison durable. J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument. Je pense ajouter un Porsche enveloppant. J'en ai toujours voulu un. Ce soir-là, au dîner, j'ai raconté à Sarah ma rencontre avec Megan. Comment t'es-tu senti? A-t-elle demandé en enroulant des pâtes sur sa fourchette. De la revoir?
Comme si je regardais une étrangère, ai-je admis. Quelqu'un que je connaissais autrefois mais que je ne connais plus. C'est sain, je pense. Mieux que la haine. La haine signifierait que je m'en souciais encore. Elle a posé sa fourchette. Et est-ce que tu t'en soucies encore? J'ai sérieusement réfléchi à la question. La personne que je pensais qu'elle était, j'en ai fait le deuil. La personne qu'elle est vraiment, non. Cette personne m'est étrangère. Sarah a hoché la tête. J'ai ressenti la même chose après avoir découvert le jeu de Michael. Comme si j'avais vécu avec un imposteur. C'est désorientant. Comment as-tu surmonté ça? Du temps, de l'espace, en construisant une nouvelle réalité sans eux. Elle a souri légèrement. Et finalement, de nouvelles connexions qui ne ressemblent pas à des répliques des anciennes. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. C'était à la fois étrange et familier. Une nouvelle expérience construite sur la base de notre connexion existante. J'aimerais explorer ça, ai-je dit. Quand je serai prêt. Je ne vais nulle part, a-t-elle répondu en serrant ma main. L'intégrité structurelle de cette relation peut supporter un rythme mesuré. J'ai ri. Toujours l'ingénieur. Toujours. 6 mois plus tard, la construction de ma nouvelle maison a commencé. Pas la grande maison de rêve que Megan et moi avions prévue, mais quelque chose d'uniquement à moi. Matériaux durables, conception solaire passive, construite dans le paysage plutôt qu'imposée à lui. Sarah, en effet, avait examiné les plans, remettant en question certains éléments, en améliorant d'autres. C'était devenu une collaboration, bien que la maison soit restée résolument la mienne. Sarah était à mes côtés lorsque le bulldozer a creusé la première tranchée pour les fondations. C'était une journée d'automne fraîche. Les feuilles, une émeute de rouge et d'or autour de la clairière. Nerveux, a-t-elle demandé. Excité, ai-je corrigé. Ça fait du bien. La base semble solide, a-t-elle observé avec une approbation professionnelle. J'ai eu des conseils d'experts. Alors que nous regardions les débuts de ma nouvelle maison prendre forme, Sarah a glissé sa main dans la mienne. Notre relation s'était développée lentement, avec prudence, chacun de nous conscient des blessures que nous portions. Aucun de nous n'avait encore passé la nuit chez l'autre, bien que nous en ayons été proches plusieurs fois. Ce n'était pas de la peur exactement, mais un respect mutuel pour l'importance de cette étape. Tu sais, a-t-elle dit, je ne dis pas que je veux emménager ou quoi que ce soit, mais hypothétiquement, si quelqu'un comme moi passait du temps dans une maison comme celle-ci, il pourrait apprécier un espace de bureau dédié avec la lumière de lait pour les calculs matinaux. J'ai souri. Hypothétiquement, je pourrais voir la valeur de cela. Les plans incluent une deuxième chambre qui pourrait être convertie en bureau. Hypothétiquement pratique. 1 an après le début de la construction, j'ai emménagé dans ma maison terminée. C'était tout ce que j'avais imaginé. Ouverte mais intime, moderne mais chaleureuse, un véritable reflet de ce que j'étais devenu. Le porche enveloppant donnait sur un petit ruisseau. La chambre principale présentait un mur de fenêtres donnant sur la forêt. Et oui, il y avait une deuxième chambre avec la lumière de l'Est qui était en quelque sorte devenue un espace à double usage avec une table à dessin et un poste de travail d'ingénieur. Sarah avait progressivement déménagé plus de ses affaires dans la maison, bien qu'elle ait toujours gardé son propre appartement. Nous prenions les choses à notre rythme, aucun de nous n'étant pressé de formaliser quoi que ce soit. J'ai croisé Megan une fois, environ 1 an après la finalisation de notre divorce. C'était au mariage d'un ami commun. Gênant mais civil. Elle avait perdu le regard tourmenté qu'elle avait lors de notre dernière rencontre. Elle semblait avoir retrouvé son équilibre. Elle était là avec un cavalier, un type calme et érudit qui ne ressemblait ni à Blake ni à moi. Nous avons échangé de brefs compliments, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un vague espoir qu'elle ait trouvé ce qu'elle cherchait. Sarah a remarqué la rencontre de l'autre côté de la pièce et m'a rejoint après que Megan soit partie. Ex-femme, a-t-elle demandé à voix basse. Oui. Et rien. Ça fait partie d'un plan différent, un plan à partir duquel je ne construis plus. Sarah a passé son bras sous le mien. Bonne réponse, l'architecte. 2 ans après le jour où Megan avait prononcé ces mots fatidiques, ne me touche pas, Kevin, j'étais debout sur mon porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes d'ambre et d'or. La maison n'était pas aussi grande que celle que Megan et moi avions prévue, mais elle était solide, durable et entièrement à moi. Enfin, principalement à moi. À quoi tu penses, l'architecte, a dit Sarah,
me tendant un verre de vin alors qu'elle me rejoignait à la balustrade. J'apprécie juste la vue, ai-je répondu, passant mon bras autour de ses épaules et pensant aux fondations. Elle a ri, s'appuyant contre moi, toujours l'architecte. Certains clichés existent pour une raison. À l'intérieur, le dîner réchauffait dans le four, une recette que Sarah avait perfectionnée au cours des derniers mois alors qu'elle passait de plus en plus de temps chez moi. Ce matin-là, au café, elle avait mentionné nonchalamment le manque de praticité de payer un loyer pour un appartement qu'elle visitait rarement. J'avais, avec la même nonchalance, suggéré qu'elle pourrait économiser de l'argent si elle abandonnait complètement l'appartement. « Tu me demandes d'emménager avec toi, Parker ?» avait-elle demandé, un sourcil levé. « Je fais une suggestion pratique sur l'allocation des ressources », avais-je répondu, cachant mon sourire derrière ma tasse de café. Très romantique. Je pourrais rédiger une proposition en bonne et due forme si tu préfères. Plan, analyse structurelle, projection coût-bénéfice. Elle m'avait jeté une serviette. Tu es impossible. C'est un oui? C'est un laisse-moi y réfléchir. Maintenant, alors que nous étions debout sur le porche à regarder le coucher du soleil, elle s'est tournée pour me faire face. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Un passe-temps dangereux. J'ai décidé que ta proposition d'allocation des ressources a du mérite. Je me suis tourné pour la regarder. C'est du langage d'ingénieur pour un oui. Elle a souri. Oui. Mais Kevin, je ne suis pas Megan. Je ne serai jamais Megan. J'ai besoin que tu sois sûr que tu n'essaies pas juste de reconstruire ce que tu as perdu. Non, pas du tout, ai-je dit avec une certitude absolue. Ce que j'ai perdu n'était pas réel. C'était un mirage. Ça, nous, c'est solide, réel, honnête. J'ai pris sa main, je l'ai posée sur mon cœur. Je ne regarde pas en arrière, Sarah. Seulement en avant. Elle a étudié mon visage puis a hoché la tête. Bonne réponse. Encore une fois. 3 ans après cette nuit fatidique, lorsque mon mariage a commencé à s'effondrer, Sarah et moi étions dans le jardin de notre maison, officiellement notre maison maintenant, car elle avait complètement emménagé il y a 6 mois. L'érable que nous avions planté lorsque la maison a été terminée avait pris racine, devenant plus fort chaque saison. Un peu comme nous. Je travaille sur quelque chose, lui ai-je dit, l'emmenant dans mon bureau. Un autre design, a-t-elle demandé, curieuse. En quelque sorte. Je lui ai tendu une petite boîte en velours. C'est un type de plan différent. Ses yeux se sont écarquillés quand elle l'a ouverte pour révéler une bague de fiançailles simple mais élégante. Kevin. Je ne te demande pas encore en mariage, ai-je rapidement précisé. C'est plus une révision préliminaire du design. Elle a ri, ce même rire ouvert et sans peur qui m'avait attiré vers elle la première fois. Il n'y a que toi pour faire précéder une demande en mariage d'une révision préliminaire du design. Je veux que tu saches que j'ai mûrement, longuement réfléchi à ça. J'ai pris une profonde inspiration. Ce qui s'est passé avec Megan, ce n'est plus une blessure. C'est juste une cicatrice, un rappel de construire mieux la prochaine fois. Sarah a touché la bague mais ne l'a pas sortie de la boîte. Et ce serait la meilleure construction? La meilleure, parce que cette fois, je construis avec quelqu'un qui voit toute la structure, pas seulement la façade. Quelqu'un qui vérifie l'intégrité des fondations avant d'ajouter un seul mur. C'est beaucoup de responsabilité, a-t-elle dit doucement. D'être le sol solide de quelqu'un. Nous sommes le sol solide l'un de l'autre, ai-je corrigé. C'est ça, la différence. Elle a fermé la boîte mais l'a gardée dans sa main. Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, lui ai-je dit. Prends le temps que. Oui, a-t-elle interrompu. Mon évaluation professionnelle est que ce design est solide. Toutes les spécifications respectent ou dépassent les exigences du code. J'ai ri. C'est du langage d'ingénieur pour un oui. Au lieu de répondre, elle m'a embrassé, puis s'est reculée avec un sourire espiègle. Une condition, cependant. Dis-moi. Je conçois les faire-part de mariage. Tes choix de police de caractère sont, pour le moins, discutables. Marché conclu, ai-je accepté, sortant la bague de la boîte et la glissant à son doigt. Elle allait parfaitement. Je l'avais mesurée pendant qu'elle dormait. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions couchés ensemble à planifier notre avenir, j'ai pensé à la façon dont parfois les plus grandes dévastations de la vie laissent place à quelque chose de plus fort, de plus vrai et de plus beau que ce qui l'a précédé. Parfois,
Il faut perdre la maison de ses rêves pour trouver le foyer dont son âme a besoin. La trahison m'avait presque brisé. Les conséquences m'avaient forcé à me reconstruire à partir de zéro. Mais là, debout, avec la femme qui m'avait aidé à redécouvrir la confiance dans la maison que j'avais conçue de mes propres mains, je savais avec une certitude absolue que certaines démolitions laissent place à des chefs-d'œuvre.